Bienvenue dans Manager et coacher par l'approche systémique, un podcast de 10 épisodes imaginé et réalisé par Dominique Berriot et Frédéric Seignon. L'objectif de cette série est de contribuer à la diffusion et à la démocratisation de l'approche systémique du changement au sein des organisations. Elle s'adresse aux managers, aux dirigeants, DRH, systémiciens, coachs et gestionnaires de projets, ainsi qu'à toutes les personnes concernées de près ou de loin par le fonctionnement des équipes dans l'entreprise. Épisode 4. Les composants fondamentaux du cadrage d'une demande. Bonjour Dominique. Bonjour Frédéric. Lors du précédent épisode, nous avons abordé les 5 étapes de la démarche systémique. Et vous nous avez donné une astuce pour les mémoriser avec l'acronyme CREER, dont je rappelle le sens: cadrer la demande, représenter l'impact des acteurs, élaborer un dispositif stratégique, engager une dynamique de changement et enfin, réguler le système. Dans cet épisode 4, je vous propose de faire un focus sur ce que vous appelez les composants fondamentaux de la première étape, le cadrage de la demande. Alors, première question Dominique, qu'entend-on précisément par composants fondamentaux ? Eh bien, nous savons aujourd'hui que dans tout système humain, on peut observer des constituants essentiels, identiques et invariants que nous avons donc nommés composants fondamentaux. Nous savons aussi que ces composants sont nécessaires à la vie et à l'équilibre et au développement de ce système. Dans la conduite du changement par l'approche systémique, c'est précisément sur ces composants fondamentaux que nous allons nous appuyer pour appréhender le fonctionnement d'un système, le faire évoluer ou le transformer. Connaître l'existence de ces composants et savoir les identifier est donc capital dans la conduite du changement. Bien entendu. Alors, les composants fondamentaux sont un peu comme des bras de levier pour opérer des changements dans le système en regard de l'objectif supérieur qui est défini lors du cadrage de la demande. Est-ce que c'est bien cela ? Si vous voulez, en simplifiant, on peut dire que le changement et les composants fondamentaux sont indissociables. Donc, dès que nous allons nous retrouver en situation de cadrage, par exemple un chef d'entreprise vous sollicite car il est confronté à un ou plusieurs problèmes dans son équipe, plutôt que de chercher à comprendre la demande en tant que telle, ce que nombre d'intervenants sont tentés de faire immédiatement, on cherchera en priorité à recueillir ces différents composants fondamentaux dont les contenus sont propres à tout système humain. Ok, c'est très clair. Alors, parlez-nous de ces composants fondamentaux. Il y en a beaucoup ? Nous en avons identifié 10 répartis en 3 catégories. Premièrement, les informations liées au sens, ensuite ceux du système à considérer, et enfin ceux qui caractérisent les marges de manœuvre du système. Alors attendez, là il faut qu'on s'arrête un peu sur ça. Afin d'être sûr de bien comprendre de quoi nous parlons, pourriez-vous nous donner des exemples de contenu pour chacune de ces 3 parties des composants fondamentaux ? Oui, c'est vrai que ça se complique un peu là. Alors, voyons d'abord la première catégorie que j'ai appelée les informations porteuses de sens. Cette catégorie comporte 4 composants fondamentaux que nous devons impérativement identifier chez le demandeur. Il y a la demande, pour commencer, ensuite le déclencheur de cette demande, puis l'objectif de niveau supérieur à la demande et enfin les résultats attendus. Alors si j'ai bien suivi, je résume. Dans la démarche systémique, la première étape est le cadrage de la demande. Cela consiste à identifier une dizaine de composants fondamentaux qui se répartissent en 3 catégories. La première d'entre elles est le recueil des informations liées au sens et elle fait référence à 4 composants qui sont la demande, son déclencheur, l'objectif de niveau supérieur et les résultats attendus. C'est bien ça ? C'est bien ça. Ces informations sont incontournables pour la mise en place d'une démarche systémique. Il est impératif de les identifier. Très bien, alors précisons maintenant le contenu de ces fameuses informations porteuses de sens qu'il nous faut recueillir. Oui, pour ce qui concerne la demande, considérée comme le premier composant, il convient de la saisir sans se laisser piéger. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut être extrêmement vigilant à cette étape, au cours de laquelle le cadreur va d'emblée se trouver confronté à une première difficulté. En effet, il doit garder une certaine distance vis-à-vis de son interlocuteur et s'interdire d'analyser la problématique exposée par ce dernier. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? J'attire votre attention sur le fait que le demandeur expose souvent sa demande en la contextualisant. Il donne un tas d'informations pour aider à comprendre, il explique sa vision du problème et peut en réalité peiner à formuler sa vraie demande. C'est là que le cadreur ne doit surtout pas se laisser embarquer.
Pour éviter le piège, il doit chercher la réponse à une question simple du type «Que puis-je faire pour vous?» ou «Qu'est-ce que vous voulez obtenir par cet accompagnement?» et ne pas se laisser embarquer dans les explications souvent alambiquées de la problématique. Alors c'est bien noté et c'était important de le souligner. Le deuxième point était le déclencheur, c'est-à-dire on cherche ce qui a fait que l'intervenant est à un moment donné sollicité par son client, c'est ça? Oui, exactement. Ce second élément permet de situer la position du demandeur. En fait, à toute demande préexiste une situation ou une personne qui l'a déclenchée. Connaître ce facteur, le déclencheur, révèle la problématique génératrice de la demande et renseigne aussi sur le positionnement de l'interlocuteur. Ah, on ne penserait pas spontanément que l'élément déclencheur d'une demande puisse avoir une si grande importance. Est-ce que vous auriez un exemple à nous proposer? Tout à fait, le déclencheur peut être le fruit d'une réflexion personnelle, comme un besoin d'améliorer ses relations avec son équipe, d'aider un collaborateur à améliorer sa communication avec les autres, d'éviter pour une personne de faire un burn-out ou encore de faire participer le personnel à une réorganisation de bureau. Mais ce déclencheur peut aussi résulter d'une intervention d'un acteur comme le hiérarchique du demandeur ou un partenaire influent, un client ou un fournisseur interne ou externe, une revendication de salariés et bien d'autres choses encore. Cette donnée est essentielle à connaître pour définir la démarche d'intervention. Oui, c'est à ce type de déclencheur qu'on peut penser spontanément, mais dites-moi, est-ce que des événements peuvent aussi être des déclencheurs? Bien entendu, il peut s'agir d'un événement comme un accident du travail, la revendication d'une association, une grève, la perte d'un marché, une nouvelle réglementation, le départ d'un responsable, l'arrivée d'une application liée à l'intelligence artificielle, ou encore le départ imprévu de plusieurs personnes dans une équipe projet. Bref, vous voyez, les occasions ne manquent pas. Alors, si nous prenions l'exemple d'une grève comme déclencheur d'une demande, quel enseignement peut en tirer l'intervenant? Dans ce cas comme dans d'autres, il dispose d'une information clé qui lui servira dans le choix de sa stratégie. Nous le verrons plus tard. Et selon l'objectif de la demande, qui peut tout à fait ne pas être lié à la grève, il sera guidé dans son choix. Ah, très bien, c'est clair. Puisque vous nous parlez d'objectifs de la demande, creusons un peu si vous le voulez bien. On parle beaucoup en systémique de l'impérieuse nécessité de connaître cet autre composant fondamental, à savoir l'objectif N+1 du demandeur. Que pouvez-vous nous en dire? Je suis tout à fait d'accord, c'est sans doute l'élément essentiel. La tendance naturelle des managers et de certains coachs consiste à se situer au niveau de la problématique abordée, qui devient alors l'objectif commun avec le demandeur. Il s'agit là du premier piège qu'ils se tendent eux-mêmes. Encore une fois, il ne faut pas confondre problématique et objectif. Un professionnel du cadrage sait combien il est nécessaire, tant pour le client que pour le cadreur, d'opérer un changement de niveau logique en passant du niveau N, celui de la demande, au niveau N+1. Cette information capitale que je développerai dans le prochain épisode permet de savoir vers quoi veut aller le système concerné. C'est bien évidemment fondamental. Mais pour le demandeur, comment différencier l'objectif N de l'objectif N+1? Le demandeur pense souvent que la résolution de sa problématique constitue son objectif. Il focalise sur le problème. Or, ce dont il n'a pas toujours conscience, c'est qu'il veut en fait résoudre un problème qui l'empêche d'atteindre un objectif supérieur. C'est celui-ci qui nous intéresse dans la démarche systémique. Alors pourriez-vous donner un exemple simple? Oui, imaginez qu'un dirigeant vous sollicite suite à un problème d'autorité naissant dans un service de production, suite à la nomination d'un manager junior. Pour ce chef d'entreprise, son objectif exprimé sera de régler le conflit entre le nouveau venu et le manager qui faisait l'intérim et qui vit mal son arrivée. Pour nous, on le considère comme l'objectif N, celui du demandeur. Mais alors comment va-t-on obtenir l'objectif N+1? En lui posant la question de ce qu'il attend de l'accompagnement, il y a de fortes chances qu'il s'exprime sur l'objectif N+1. Dans notre exemple, ce pourrait être d'instaurer un climat propice à la collaboration ou encore d'améliorer la performance en production. Alors je profite de cet exemple pour souligner qu'en effet, dans ma pratique au sein d'entreprises diverses, j'ai pu me rendre compte qu'un certain nombre d'objectifs exprimés par les demandeurs étaient souvent imprécis, plutôt vagues même. Comment faites-vous dans ce cas pour disposer rapidement d'informations plus solides? Effectivement, il apparaît souvent que l'objectif de niveau supérieur à la demande soit formulé de manière un peu générale, comme par exemple améliorer ma communication avec mon équipe, ou encore mieux apprécier les activités de mes collaborateurs en télétravail. On a donc intérêt à traduire cet objectif en termes concrets. C'est un nouveau composant dénommé les résultats attendus. Il permet à chacune des parties concernées par un changement de se positionner, de connaître le périmètre des prestations
de proposer des actions pertinentes et de décider en cours de route des ajustements nécessaires. Je développerai aussi ce point capital dans le prochain épisode. Vous nous dites que l'objectif N+1 doit forcément être corrélé à un résultat attendu, c'est bien ça? C'est exact, il existe un lien très fort entre les deux. Ok, nous verrons donc plus précisément ce que vous désignez par résultat attendu dans le prochain épisode. Maintenant que nous avons abordé les informations liées au sens, si vous nous parliez des composants fondamentaux correspondant à la seconde partie que vous aviez citée tout à l'heure, à savoir le système à considérer. Nous avons retenu 3 composants pour cerner le système à considérer: les acteurs influents, leurs enjeux et leurs relations récurrentes. Le cadreur cherche à identifier le périmètre optimal du système à prendre en compte dans un environnement souvent complexe. Cette enveloppe peut englober le demandeur et une autre personne. Il peut s'agir de son hiérarchique, d'un collaborateur, d'un client ou d'un fournisseur. Mais elle peut aussi inclure une personne avec plusieurs autres acteurs, comme une équipe ou un département, ou encore inclure des métiers ou plusieurs entités, ce qui donne au système à considérer une ampleur incomparable puisqu'il peut parfois concerner plusieurs dizaines, voire même une centaine de personnes. Alors si je comprends bien, ce que vous nommez acteurs influents sont les personnes qui ont le pouvoir sur l'atteinte de l'objectif N+1 de la demande. Oui, c'est cela. Les acteurs qui nous intéressent sont des personnes qui ont une influence déterminante, qu'elle soit positive ou négative, sur l'atteinte de l'objectif. Est considérée comme influente toute personne ou tout groupe disposant d'un réel pouvoir, comme vous le disiez dans votre question, et qui, par les relations qu'ils établissent, peuvent faciliter ou freiner l'atteinte de l'objectif. À cette étape, nous devons particulièrement nous intéresser à ceux dont l'enjeu s'oppose à l'atteinte de l'objectif. Comme vous pouvez le deviner, ce sont ceux qui sont susceptibles de savaner la planche. Oui, ils seront les plus résistants au changement, c'est ça? Je me souviens que lors du précédent épisode, vous nous aviez donné un exemple de système à considérer. Pour renforcer notre compréhension sur les acteurs influents, pourriez-vous nous en présenter un autre? Oui, et bien voici un exemple tout simple. Le responsable d'un service achat d'une grande entreprise veut revoir l'organisation de son entité afin d'améliorer les relations avec ses clients internes. Le système à considérer englobe a priori le chef de service, ses collaborateurs et les autres services de l'entreprise ayant une délégation pour faire certains achats. Mais au cours de l'entretien de cadrage, le coach fait émerger un acteur hors des sous-systèmes évoqués, qui est un délégué syndical. Il est particulièrement influent au sein de l'entreprise et monte au créneau à chaque fois que l'on touche à une réorganisation, à des emplois ou à une réduction des effectifs. Le coach inclut donc cet acteur dans le système à considérer car il devra en tenir compte dans la mise en musique de ce projet d'évolution de l'organisation. Oui, il s'agit de n'oublier personne dans les parties prenantes, y compris les acteurs a priori périphériques, mais qui peuvent en fait faire partie du système à considérer. Alors, après les acteurs influents, parlez-nous un peu du troisième composant du système à considérer, les relations récurrentes. Je voudrais préciser que tout changement dans le fonctionnement d'un système implique toujours une évolution des relations entre des acteurs. C'est même une caractéristique sine qua non d'un changement, en fait. C'est pour cela qu'identifier ces acteurs et leurs relations permet de préciser les circuits relationnels et de déceler les interactions à modifier. À ce moment-là, ce sont ce que nous appelons les relations répétitives entre des acteurs influents qui nous intéressent particulièrement. Oui, répétitives, récurrentes, on comprend que ces relations sont installées entre certains acteurs et, comme leur nom l'indique, se répètent. Auriez-vous quelques exemples pour nous éclairer sur cette notion? Oui, vous allez comprendre facilement. Je vais prendre quelques exemples de formulations simples d'interactions récurrentes. En voici une. Notre manager ne nous explique jamais à quoi doivent servir les actions qu'il nous demande de réaliser. Ou bien, le dirigeant constate depuis plusieurs mois que ses responsables ne mettent en place que la moitié environ des décisions prises en réunion hebdomadaire. Ou encore, vous l'avez peut-être déjà entendu, mon responsable logistique est en permanence en conflit avec les services internes. Oui, c'est vrai, on entend souvent ce type de déclaration dans l'entreprise. En effet, ce courant. En voici d'autres. Duval est toujours en retard aux réunions d'équipe. Ou alors, les malades me signalent régulièrement que Marie, infirmière dans mon service, se comporte très souvent de manière désagréable avec eux, etc., etc. Toutes ces phrases sont révélatrices, il est important de les identifier lors du cadrage. Mais pourquoi doit-on repérer en particulier les relations récurrentes et pas toutes les autres? Je veux dire, pourquoi celles-ci précisément? Eh bien, tout simplement parce que porter son regard sur ces relations récurrentes et non sur l'ensemble des relations est une clé stratégique
mise en évidence par l'école de Palo Alto, qui permet d'accéder à la complexité du système sans se noyer. Cela tient-il au fait que les relations récurrentes sont celles sur lesquelles vont s'articuler les changements? Palo Alto nous enseigne que les relations récurrentes peuvent générer des schémas de pensée circulaires dans les interactions. On appelle ça les boucles de rétroaction. L'idée qu'un changement puisse passer par une intervention sur ces boucles n'est pas loin. Et au-delà des relations entre les acteurs influents, vous nous avez aussi parlé de leurs enjeux. De quoi s'agit-il précisément, sachant que nous sommes toujours dans la partie du système à considérer? Eh bien oui, cela découle de la phase précédente d'identification du système à considérer. Découvrir les enjeux des acteurs, c'est-à-dire ce qu'ils ont à gagner ou à perdre dans l'atteinte d'un objectif, sert à estimer la stratégie à développer pour limiter au mieux leur résistance ou apprécier leur niveau d'implication. Mais comment peut-on s'assurer du degré d'implication d'un demandeur? Au-delà des bonnes paroles, ce n'est pas chose aisée. En effet, en cas de doute, on devra s'arranger pour le contraindre à se positionner concrètement dans une ou plusieurs situations. Lui demander par exemple s'il est d'accord pour ouvrir la première réunion d'un groupe de travail, ou participer à un échange avec son supérieur, ou organiser une rencontre avec des partenaires, ou encore rédiger et signer une note qui l'implique. Très bien, merci pour la précision. À ce stade, vous nous avez présenté les deux premières parties des composants fondamentaux d'un système, à savoir les informations liées au sens, avec la demande, le déclencheur, l'objectif de niveau supérieur et les résultats attendus. Puis la deuxième partie, le système à considérer, où on a vu les acteurs influents, leurs enjeux et leurs relations récurrentes. Il nous reste à aborder la troisième partie que vous nous avez désignée, les marges de manœuvre du système. En effet, pour déterminer sa propre marge de manœuvre, le cadreur a besoin de connaître certaines caractéristiques du système. Il s'agit des trois derniers composants fondamentaux qui sont les contraintes, les actions des gens tentées et les évolutions prévisibles. Parmi les contraintes exprimées, certaines s'avèrent indispensables à l'équilibre du système, mais d'autres méritent d'être examinées car il peut s'agir d'une croyance, d'un a priori, d'une habitude ou d'un faux fuyant. Ces dernières méritent d'être distinguées des contraintes indispensables aux besoins du système. Elles servent à adapter la stratégie. Je crois comprendre qu'il y a comme des vraies contraintes et d'autres qui n'en sont pas vraiment. Pouvez-vous nous donner un exemple de chaque? Tout à fait. Une affirmation de type «le dirigeant n'est présent que 3 jours par semaine» est une contrainte dont on doit tenir compte. Elle exprime un fait qui risque d'avoir de l'influence sur le déroulement de la démarche. A contrario, des remarques du type «on a toujours fait comme ça» ou «la direction exige que» ou encore «il faut absolument terminer ceci dans tel délai» désignent des contraintes qui, même quand elles sont exprimées de bonne foi, peuvent souvent être remises en cause par une question du type «que se passerait-il si l'on n'en tient pas compte?» On constate souvent que les réponses obtenues permettent d'augmenter les marges de manœuvre pour intervenir sur le système. Autrement dit, que certaines situations qui peuvent apparaître comme des contraintes n'en sont pas. On comprend tout à fait l'importance de ces informations et encore plus de fait pourquoi vous insistez sur la nécessité de réussir le cadrage de la demande. On voit bien que les occasions de sortir du champ sont fréquentes et les conséquences importantes vis-à-vis des solutions. D'ailleurs, puisqu'on en parle, l'école de Palo Alto met en exergue le composant suivant, les solutions déjà tentées. Comment utilisez-vous ce principe? Oui, ces tentatives de solutions sont connues par tous ceux qui pratiquent l'approche systémique. Ils trouvent que les personnes confrontées à un problème qui leur paraît insoluble choisissent souvent des moyens qui se retournent contre elles ou contre l'organisation. De fait, elles s'acharnent à insister. En systémique, on appelle ça faire plus de la même chose. C'est malheureusement le plus souvent sans succès naturellement. À ce sujet, Albert Einstein était assez clair en déclarant que faire toujours la même chose et s'attendre à un résultat différent était la définition de la folie, tout simplement. Dans tel cas, c'est bien leurs solutions toujours de même nature qui finissent par devenir un problème plus important que celui d'origine. Ah oui, c'est vrai qu'insister est souvent la solution réflexe mise en place par les managers en difficulté, et force est de constater son inefficacité récurrente en effet. Oui, bien sûr, je peux même rajouter que par ailleurs, proposer à une personne ou à un groupe une action tentée en vain dans le passé, même si elle s'avère cohérente un temps plus tard, risque de générer des résistances de la part des acteurs concernés. Il est utile de le savoir, ne serait-ce que pour choisir autre chose. Merci Dominique, on comprend mieux maintenant l'importance de questionner les actions tentées dans le processus de cadrage de la demande. Et ça permet aussi d'enchaîner sur le 10e et dernier composant fondamental que vous nommez les évolutions prévisibles. Alors de quoi s'agit-il? On entend par évolution prévisible tout événement futur déjà connu, susceptible d'avoir un impact sur la démarche, par exemple le départ à terme du demandeur,
ou d'une personne influente, ou bien d'une réorganisation programmée, ou encore l'arrivée d'un nouveau responsable ou d'un collaborateur. Un événement peut aussi provenir de l'environnement, une loi en cours, une nouvelle application de l'intelligence artificielle, un changement envisagé de cible sur le marché, l'implantation d'un concurrent de l'entreprise. Il est indispensable de prendre en compte ces évolutions pour élaborer une réponse à la fois pertinente et pérenne. Très bien. En fait, entre les informations liées au sens, le système à considérer et les marges de manœuvre du système, je vous avoue que je suis très impressionné par le nombre d'éléments qu'un intervenant doit prendre en compte au cours de la phase de cadrage de la demande. Effectivement, c'est impressionnant, mais en fait, si on écoute attentivement, hormis l'objectif N+1 et ses résultats attendus, les autres contenus correspondant à un composant fondamental nous sont généralement apportés spontanément par l'interlocuteur lui-même. Il reste à faire preuve de vigilance pour les identifier et aussi pour obtenir un éclairage particulier sur tel ou tel composant qui n'aurait pas été abordé. Vous savez, la durée moyenne d'un entretien de cadrage est de l'ordre d'1 heure et demie. Mais après cette présentation de composants fondamentaux, j'ai une question simple, Dominique. Comment un manager qui souhaiterait adopter une posture systémique peut-il acquérir cette technique ? Pour ceux qui souhaitent acquérir ce nouveau mode de pensée et s'approprier cette nouvelle compétence, je leur recommande de s'entraîner progressivement, en n'hésitant pas à commencer à partir de demandes simples. Et même pour les demandes simples, où il n'est pas toujours nécessaire de rechercher tous les composants fondamentaux, je recommande dans tous les cas de s'efforcer d'obtenir au minimum l'objectif N+1 et si possible les résultats attendus. C'est un bon début que de chercher à les identifier. L'épisode 5 sera d'ailleurs consacré à ces deux composants fondamentaux. Eh bien, merci Dominique pour la clarté de vos réponses. J'espère que les exemples concrets que vous avez cités aideront nos auditeurs à ancrer ces théories dans leur propre réalité. Nous percevons bien maintenant la distinction qu'il est impératif de faire entre les deux logiques. Comment faire pour répondre à l'objectif d'une demande par rapport à pourquoi une problématique existe. Notre prochain épisode fera un focus sur la hiérarchie des objectifs et les résultats attendus. À bientôt. Cet épisode a été préparé et réalisé par Dominique Berriot et Frédéric Seignon. Montage et mixage, Frédéric Seignon. Voix, Anne-Laure Vallot.